France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est vendredi et nous sommes le 13 avril, donc par conséquent le vendredi 13. Alors il paraît que pour certains ça porte malheur, pour d'autres ça porte bonheur, bref, quoi qu'il en soit c'est un jour comme un autre finalement. Bonjour Enver de Santos. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Christophe. Vendredi 13 Écoute, je pense normal. que normal. Ouais, ça porte pas plus malheur qu'un autre jour, je crois. Exact. Alors on est ensemble jusque 18h avec rejoint dans quelques minutes par Tarek Mami sur France Maghreb 2 et on va vous annoncer tout de suite le programme. De quoi va-t-on parler dans ton avis tranché mon cher Enver tout à l'heure? Alors sur mon avis tranché, nous allons parler de radicalisation mon ami. Encore? Oui, encore, mais cette fois-ci encore plus pointu parce que j'espère en faire une trilogie. Très bien. Une nouvelle trilogie. Bon, affaire à suivre donc, c'est une histoire de série tout ça. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, merci d'avoir fait le bon choix et d'écouter par conséquent France Maghreb 2 et le Grand Forum. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, invité Maître Joseph Braham, qui est un avocat qui a déposé une plainte contre MBS. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Notre point sur la situation évidemment en Syrie. Tarek Ramadan est-il un prisonnier politique? On se posera la question tout à l'heure. La question LGF, Emmanuel Macron a-t-il selon vous réussi son premier grand oral hier sur TF1? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter, LGF officiel. Et bien entendu, pour terminer, tout à l'heure en fin d'émission, Libertad. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h avec évidemment vous chers amis auditeurs pour bien refaire l'actualité, la décrypter cette actualité avec vous et avec nos deux participants en ce vendredi que sont Enver de Santos ainsi que Tarek Mami qui arrive dans un instant. Notre premier invité dans quelques instants sur France Maghreb 2. Bonjour Monsieur Mami. Bonjour, comment ça va? Voilà, c'est une arrivée triomphante pour Monsieur Tarek Mami. Tout à fait. Il suffit d'ouvrir la porte. Voilà. Et je suis toujours devant. Non mais j'avais l'impression que Tarek Mami voulait profiter du soleil, du beau temps, de ce vendredi après-midi. Ça sent les vacances, voilà. Pub retour. Non, ça y est, la pub elle est finie, hein. Elle est finie la pub, hein, Tarek Mami. Ça y est, là, on est reparti nous, hein. Alors ça, non mais ça, alors c'est l'avantage du direct. Il y a bien pas sûr. De coupure, il y a pas de quelqu'un qui fait un signe derrière, il y a pas la plaque comme sur les plateaux. C'est l'authenticité, voilà. Non, mais comme sur le plateau de télé, on lève un truc applaudissez et on enlève une pancarte arrêtez d'applaudir. Donc là, il y a personne pour applaudir. En tout cas, bonjour Christophe, bonjour Tarek, bonjour Monsieur Benabla, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Bonjour à tous et comme d'habitude, vendredi c'est Mamie et aujourd'hui je suis en super forme. Ah ouais? Ah bah ça tombe bien. J'ai vu qu'il y avait un bon avis tranché qui se prépare là. Bah il est déjà préparé et écrit. Ouais. Faudra juste le temps de le lire. Voilà, c'est ça. Excellent. Et on va parler, je crois, de la Syrie. On va surtout parler de la loi de la jungle. La loi de la jungle. Très bien. Eh bien, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Alors, avant d'accueillir notre premier invité, qui est Maître Joseph Braham, que je vais tenter de joindre dans quelques minutes, la question du jour que l'on vous pose hier, vous savez que Emmanuel Macron a décidé d'être bavard en ce moment, et il a donc fait son premier grand oral hier sur TF1. Un horaire un peu inédit pour un président, pour le coup. Choisissant. Il a choisi sa cible. Voilà, c'est ça. Exactement. Sa cible, effectivement, c'était ceux qui vivent dans les endroits reculés, parce qu'on l'accuse d'être le président des villes, etc. Donc, il a voulu s'adresser à cette cible. En l'occurrence, ceux qui travaillent dans les campagnes, les agriculteurs, les retraités, etc. Qu'il a d'ailleurs remercié. Un entretien qui a duré plus d'une heure. 1h17. Au micro de Jean-Pierre Pernaut, pour le coup, sur TF1. A-t-il, selon vous, réussi ce premier grand oral? La question vous est posée. Pour l'instant, vous êtes en majorité à dire non. Tarek Mami, est-ce que vous avez, évidemment, vous avez regardé en tant que journaliste, en tant qu'observateur? Ah oui, surtout pour ça. Alors, je le résume en 3 phases. 30 secondes pour dire qu'il a les preuves pour l'utilisation des armes chimiques, mais 30 secondes, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, sans que le journaliste ne rebondisse, Monsieur Pernaut, pour lui dire par exemple, Monsieur le Président, si vous avez les preuves, pourquoi ne pas les publier pour que le peuple français soit... Non, c'est 30 secondes, il y a les preuves. Et puis après on parle de tout et de rien, je remercie les retraités qui payent, je remercie pas, je suis pas riche, je suis pas pauvre, je touche pas au statut de la SNCF, non, c'est parce que mon premier ministre a dit à l'Assemblée générale, alors que tout le monde, l'Assemblée nationale, alors que tout le monde a entendu le premier. Et puis tout d'un coup, à la fin, sur les 7 dernières minutes, je crois, tout d'un coup, Monsieur Pernaut se rappelle ou reçoit un texto, on lui fait une piqûre, je laisse chacun imaginer, et revient à l'islam, à l'islamisme, au salafisme, et tout ce qui tourne autour. Et là, tout d'un coup, vous avez donc 7 minutes sur cette question qui tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe.
parce qu'un vrai journaliste, M. Pernoud, étant un super présentateur de télévision, mais peut-être pas un journaliste, même s'il détient la carte de presse, cher Christophe. Et donc derrière, M. Pernoud parle de tout, se promène dans la France profonde, alors assis dans une école presque d'enfants, donc de bas âge, de 5 concerts symphonie pastorale. Voilà. Et puis derrière, et puis le président termine, et ce que je fais, c'est que je zappe un peu sur les télés françaises et tombe sur la grande télévision d'information continue, cette fois pas BFM, il faut rendre à chacun et à César ce qu'il a, mais sur CNews. Et sur CNews, je tombe, alors je sais pas si toute l'heure a été comme ça, mais sur une émission, on fait le débriefing, qu'on appelle ça en langue française, de l'émission de M. Macron sur TF1. Ouais. Et le débriefing, c'est les 3 ou les 7 dernières minutes, c'est-à-dire salafisme, islamisme, construction de mosquées, et je suis effaré de voir donc cette chose, d'autant plus que personne n'a cité ni MBS qui vient de passer, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, ni les milliards qu'il a donnés à M. Macron, on en parlera tout à l'heure, mais M. MBS a fait quand même un grand tour à l'Occident dans 3 pays, Ouais. les États-Unis, l'Angleterre, la France. À chaque fois, il ouvre son chéquier, on va dire d'où vient l'argent de son chéquier, et à chaque fois, donc, il donne de l'argent, et ce sont ces 3 pays qui aujourd'hui sont en pointe pour une éventuelle intervention en Syrie. Et donc, ceux qui disent que c'est peut-être un hasard, moi je leur dis c'est plutôt un lien de cause à effet. Oui, alors, qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux, Enver, concernant ce premier grand oral? Le second est prévu pour dimanche, on le rappelle, à 20h35. Écoute, ça va être un autre univers, En tout cas, on l'espère. C'est parce que là, Mediapart, sur Facebook, BFM, RMC. Non mais attendez, excuse-moi Enver. Si la France n'attaque pas, nous sommes le vendredi. Ouais, Vendredi, il reste 12 heures. ouais, Le samedi, 24 heures. ouais. Et le dimanche, 12 heures. Donc on aura eu un gros 48 heures. Qu'est-ce que vous voulez que le président de la République vous dise? Il a toujours les preuves et il réfléchit toujours pour intervenir. À mon avis, il va être attaqué là-dessus. Hein. Ah bon, c'est tout. Ah oui. on l'espère. Mais est-ce que S'il va l'être. Entre en tout Plenel. cas par Plenel. Non, même Bourdin. Sur cette question, il dit, Monsieur le Président, moi je pose la première question de Bourdin, si vous permettez. Monsieur le Président, vous avez déclaré sur TF1 que vous avez les preuves et que vous allez attaquer. Qu'est-ce que vous attendez? Ça fait 3 jours. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que comme beaucoup le disent, fort avec les faibles et faible avec les forts. Moi, je me pose des questions Pour par rapport à Bourdin. Bourdin. Ouais. Ensuite, je vais pas remettre en cause, bien sûr, sa qualité professionnelle qui lui appartient. Là, sur les réseaux sociaux, on est à 85% de non sur Facebook et à 91% de non. Donc, De non, non, il n'a pas Emmanuel convaincu, Macron quoi. n'a pas réussi et n'a pas convaincu Ah oui, tout à fait. justement. Mais sur alors, son on aurait pu grand oral. poser la question autrement. Est-ce que vous avez regardé déjà? Est-ce qu'on peut dire il n'a pas réussi sans Alors- l'avoir regardé? Alors aujourd'hui en France, je peux dire, je jette un chiffre sondage, je mouille mon doigt, je lève un truc. Il y a 90% qui voient pas les choses, Ouais. 90% des gens qui ne voient pas les choses, mais qui répondent comme s'ils avaient vu, Ouais. parce qu'ils ont une bribe sur un réseau, sur le mari ou l'épouse qui a dit un mot, dans la rue, dans un café. Donc tout le monde répond, et personne ne dit non, j'ai pas vu, je peux pas participer. Et il y a ceux qui regardent sans voir. Remarquez, il n'y a plus besoin de voir, Tarek, parce Oui, que oui. avec les chaînes d'infos qui font C'est des ce que je éditions, dis. etc. Ouais. Voilà, tout est résumé. Il y a qu'à aller sur Facebook. Et chacun a son Facebook. Mais il c'est va même trouver pas ses que amis. tout est résumé, c'est un peu. Là, après, les gens vont peut-être me taper sur les doigts si je dis ça, mais on est dans un système de propagande. Cette émission avec Jean-Pierre Pernaut, c'était la propagande. C'est un communicant formidable. Je persiste et signe. Ouais. Emmanuel Macron, notre président de la République, est un communicant formidable. Mais toute cette émission pendant 1 heure, c'est du grand n'importe quoi. Symphonie pastorale, mais surtout à la fin, l'espèce d'image. Alors donc, ça fait 1 an. Qu'est-ce que cette image évoque pour vous? C'est limite, on a un peu l'impression que le gars est en face de lui à JFK. Il a John Kennedy et il se dit voilà, voilà, peut-être qu'il va changer l'histoire de France et l'histoire du monde, mais comment va-t-il la changer? En disant qu'il a des preuves pour une attaque en Syrie et en disant qu'il va attaquer avec les États-Unis alors que les États-Unis sont en train de reculer, ou en faisant quelque chose qui socialement va réellement aider les gens? Toutes les questions étaient comme ça, elles étaient sous-pesées. Alors Jean-Pierre Pernaut qui se fait l'avocat du diable. Alors il y a des gens qui sont pas contents, les retraités, hein. Il y a des gens qui sont déçus, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et hop, je donne l'occasion à Monsieur le Président de répondre. Mais aucune contradiction, pas d'adversaire en face, rien du tout.
Je sais pas. Moi, j'avais l'adversité, elle sera au rendez-vous dimanche. J'avais l'impression, c'est ce que j'espère, parce que j'ai l'impression d'avoir la propagande du RSS, quoi. Voilà. Mais d'abord, le journaliste n'est pas l'adversaire de l'homme qui l'interviewe. Donc on peut pas dire il y avait pas d'adversaire. Mais il n'y avait pas d'interlocuteur journaliste pour poser les questions. Deuxième chose, ça me rappelle deux choses. Ça me rappelle j'adorais, parce que ça me permettait des fois de dormir avec la traduction, les superbes interventions de Chavez, qui venait tous les dimanches matins et qui parlait. C'est ça. Sauf que là, on lui a mis un clone juste pour lui permettre de prendre une minute pour prendre un verre d'eau et donc repartir. Donc ça c'est prévu. En fait, il a joué le rôle d'un prompteur. En fait. Et la deuxième chose, c'est dans certains pays, on reçoit le président de la République, on dit bonjour Monsieur le Président. Je pense à Sissi, là, en Égypte, j'ai vu pendant la campagne. Bonjour Monsieur le Président, vous êtes candidat. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Égyptiens? Boum. Myriam est avec nous au 01 40 33 9000. Elle nous appelle de la Marne. Elle nous écoute d'ailleurs sur le 91 points et elle a bien raison. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Monsieur Mamie. Bonjour madame. Bonjour Myriam. Bonjour madame. Alors Madame Myriam, qu'est-ce qui se passe? Alors moi je complète en disant Enver et moi je vois sans regarder. C'est formidable. Comment vous faites? Dites-nous, parce que ça peut nous faire gagner du temps. Écoutez, sincèrement, depuis maintenant plusieurs années, dès qu'il y a une intervention à la télévision du président de la République, quel qu'il soit, en place, on n'a plus besoin de voir pour savoir ce qui se dit quand il s'agit de se poser la question d'utilisation des armes chimiques. Est-ce qu'elles ont bien été utilisées? Est-ce qu'on a les preuves? On finit par savoir que de toutes les façons, ils ont trouvé les preuves et ils vont réagir. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de voir pour regarder. Alors, si je me permets, je compléterai la phrase de Myriam. J'ai appris avant-hier qu'en fait, à la fin de l'enquête sur les armes de destruction massive de Bachar à l'ONU et au Conseil de sécurité, une résolution du président de séance qui n'a pas été mise au vote a décidé que tout le dossier sera classé confidentiel dans un coffre à l'ONU pendant 60 ans. Ah oui, énorme. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, c'est comment on peut avoir des résultats sur des, j'ai envie de dire, pour déterminer qu'il y a eu de utilisation. J'imagine qu'il doit y avoir un travail poussé pour réussir à avoir ces résultats. Comment ils peuvent avoir les résultats aussi vite? Non, mais ils ont surtout les avocats. Les résultats sont sur place. Oui, puis ça nous rappelle étrangement ce qui s'est passé en Irak. Pour faire le relevé. Et je poserai aussi la question, donc s'ils interviennent pour détruire des stocks, est-ce qu'ils ont pensé aux conséquences d'attaquer des stocks comme ça? J'imagine que ça va se retrouver dans l'air. Oui, effectivement. Les stocks ne sont jamais détruits sur place. Ils sont détruits dans des endroits à l'international ou dans mais lui, les il a dit qu'il allait viser tout ce qui est... non, mais ça, c'est le bombardement. Ouais, bombardement. Non, mais le bombardement, oui, bien sûr. Ouais. Alors ça va servir à quoi les bombardements au final? À dire je suis là. Voilà. Vous entendrez tout à l'heure Myriam mon avis pour aujourd'hui parce que je l'ai écrit avec un grand plaisir parce que oui effectivement et après. Et après. Merci Myriam en tout cas. On aimerait juste bien que le gouvernement soit aussi outré avec ce qui se passe au Yémen, s'inquiéter de certains peuples mais pas d'autres. Exact. Et puis arrêter de vendre des armes justement pour aller permettre de massacrer le peuple yéménite. C'est là où je vais poser la question à Monsieur Mamie et à Christophe justement et à Myriam. Merci à Myriam en tout cas. Merci. Au revoir. Bonne écoute. Est-ce que vous avez l'application pour amener la radio avec vous partout? Elle est toujours là. Myriam? Ah non, elle est partie. Parce qu'en fait, moi, ma question est la suivante. On a cette histoire d'armes chimiques qui auraient été justement balancées sur le peuple syrien. Et ça offusque tout le monde, semble-t-il. Et c'est normal. Et je vais me faire l'avocat du diable, mais en quoi ça offusque plus le fait de tuer des gens avec une arme chimique que de les tuer tout simplement avec des bombes dites un peu traditionnelles? On massacre des gens, donc les États ne réagissent pas, mais on utilise des armes chimiques. Ah, c'est pas bien, t'as pas été fair-play dans la guerre. Donc je pose la question. La question elle est posée. Myriam, Tarek Mami voulait vous poser une question à propos de l'application France Maghreb 2. Est-ce que vous l'avez? Oui. Alors, je n'ai pas l'application, je vous écoute sur Reims, on vous capte très très bien. Par contre, dès que j'arrive à Châlons-en-Champagne, il n'y a plus du tout trace de Radio France Maghreb 2. Donc, moi, je vous écoute par intermédiaire d'Internet ou voilà, c'est pour ça je me connecte sur Internet. C'est pour ça que si vous téléchargez
c'est l'application sur votre téléphone. Ça dépend ce qu'elle a comme téléphone. Hein. Si elle a un Les deux. Nokia, ça marche non, pas. mais si Internet un peu, il y a Internet sur le téléphone. Il y a quoi, c'est quoi comme Oui, téléphone? tout à fait. Ah, voilà. Oui, J'ai bon, voilà. un téléphone, mais voilà, c'est au niveau de sa capacité. Non, c'est mais limité, donc je peux pas la télécharger actuellement, il faut que je fasse le ménage. Non, oui, voilà. Ouais, mais elle est mais toute sinon, légère, l'appli, Elle est hein. toute légère, l'appli. Oui. Et elle vous permet d'écouter partout dans le monde. Et je précise toujours pour les auditeurs, quand vous êtes en Wi-Fi, c'est gratuit. Bah c'est oui. comme la FM à la maison. Voilà. Donc, faut Alors, écouter. moi, juste, je pose une question, pourquoi on vous capte pas dans certaines villes? Madame, parce que je raconte toujours l'histoire que vous arrivez au parking du supermarché. C'est marqué 250 places de parking. Et quand vous arrivez, vous êtes la 250e ou la 270. Comment vous faites pour vous garer? Il n'y a plus de place. Voilà. Donc, il n'y a plus de D'accord. place sur les FM. C'est pour Donc ça tu changes de magasin. Ouais. Non, mais longtemps, j'ai pensé que cette radio était boycottée dans certaines villes. mais non, Non, madame, non, pas du non, tout, allez-y absolument pas. Et je rajoute quelque chose que j'oublie souvent avec Christophe, c'est que non seulement vous avez l'application, mais n'importe quel moment de la vie quand vous êtes sur Internet, vous tapez LGF chaîne YouTube et vous avez toutes les émissions depuis au moins 2 ans maintenant qui sont sur YouTube Voilà. et qui elles sont D'accord. écoutables à n'importe quel moment. Et c'est une mine d'or. Merci beaucoup, Myriam, en Très tout bien, cas. merci beaucoup à vous. Voilà, rhabillé pour l'été, là, pour le coup. À bientôt, Myriam. Elle est restée avec la plage, avec sa wifi. Absolument. Non, mais c'est sympa. Moi, j'en ai vu plein Ah, ouais, l'été dernier en train d'écouter leur musique avec leur portable sur la plage. Donc pourquoi pas écouter France Maghreb 2, hein, notamment. Bon, alors, avis tranché, le maître Braham nous a semble-t-il oublié. Ça peut arriver, hein. Non, vous l'avez appelé, donc on va. Bah oui, on l'a appelé, mais sa secrétaire m'a dit il est pas là. Bah, on va lui envoyer texto, parce qu'on a tout, nous. On Oui. a Alors, le fixe. on le va juste portable, rappeler de quoi il s'agit, Tarek, par rapport à maître Joseph Braham, qui a déposé une plainte contre MBS. Le jour même de son arrivée. Et donc, lui lui a préparé le cadeau de bienvenue. Ouais. Et donc, lundi matin, à l'arrivée de MBS, cet avocat qui avait déjà déposé une plainte contre MBZ, parce que maintenant, faut jouer MBZ, MBS, puis, C'est hein. ça. MBZ, c'est donc le prince héritier des Émirats arabes. Il avait déposé une plainte pour lui pour utilisation donc de mercenaires, et il a déposé donc au nom d'une association yéménite, et c'est nouveau ici en France si vous voulez, Ouais. la première plainte donc déposée par une association composée de familles dont des personnes ont été tuées par l'armée de la coalition arabe, coalition qui se résume à 2 pays, et à quelques strapontins qui regardent sont bombardés, les 2 pays étant l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, toujours dans le cadre de la guerre ouverte sunnite chiite, que les Saoudiens, je vous précise, ont découvert que l'Iran était chiite en 1979, c'est-à-dire avec l'arrivée de Khomeini, parce que jusqu'à 1979, les 2 meilleurs pays dans cette région du monde, c'était le Shah d'Iran Ouais. et les rois d'Arabie Saoudite qui étaient ensemble pour travailler sous les ordres des Américains. Et à partir du moment où les Iraniens ont quitté la sphère américaine, tout d'un coup, nos amis saoudiens se sont rappelés qu'ils avaient en face d'eux 2 musulmans d'obédience, pour ne pas dire de confession, d'obédience chiite, et tout d'un coup, l'ennemi est sorti de sa boîte. Alors quand quelqu'un vous dit, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, guerre sunnite chiite, dis oui, vous savez quand est-ce qu'elle a commencé? 1979. Avant, il n'y en avait pas. Voilà. Non. Vos appels avec le docteur qui nous appelle quotidiennement en ce moment, docteur. Il est en forme, lui aussi. Ouais. Docteur, bonsoir. Bonjour, monsieur Tariq Mami. J'ai promis 2 minutes, donc tu veux pas être lent. Donc je me tais, je vous laisse les 2 minutes et je mets le chrono. Allez, chrono, 2, pas 10, 2. Non, c'est pas possible J'ai de temps, promis faut le dire de avec suite. Christophe. C'est l'honneur là en jeu. Donc il y a une reculade de l'ensemble de la nouvelle coalition anti-Syrie et Russie, en un mot. A commencé il y a 1 heure, il y avait un coup de téléphone donc entre monsieur Poutine et monsieur chez nous là. Macron, monsieur Macron et on- Poutine se sont on- entretenus. ouais. Macron. Et il l'a menacé, on va dire la phrase exacte tout à l'heure. Ah oui. Voilà, donc les ministres des Affaires étrangères de 2 pays vont se réunir d'ici 48-72 heures. Ouais. Et de Donc, la après guerre les des neiges. Russes et des Français. Il n'y a aucune preuve. Oui. Ils reculent. Les Anglais en train de reculer dans leur parlement. Les Américains, ils reculent parce qu'ils considèrent que l'affaire, c'est monsieur Mueller, là. Oui. Le premier juge, il a considéré hier soir monsieur Trump comme chef de mafia et pas de président digne de ce nom. Ça fait 2. Impressionnant. Les Allemands, Merkel, elle condamne, ce qui est logique, la chimie, mais elle recule et dit je veux pas parce qu'elle a une coalition très faible.
Donc, il reste que les Anglais et les Français. Les Français vont reculer. Pas plus tard, ce matin, il y a monsieur, l'ancien ministre chez nous, là, monsieur Jules Ferry, il a dit c'est la merde, excusez-moi de grossièreté, messieurs. Il a dit pour c'est 3 pas Jules, ans hein. que je veux C'est pas Luc. il a dit pas de contact. Luc. Monsieur Jules Ferry. Non, Luc. Jules Ferry, il est mort il y a 2 siècles. À 8h15 ce matin. Donc, effectivement, ils ont classé sans suite à l'ONU, enfin au Conseil de sécurité, parce que actuellement, qu'on appelle les casques blanches, ils ont fait ça d'après le téléphone trottoir à Damas. Actuellement, les Russes, ils commencent à rapatrier leurs avions qui ont donné aux Syriens et leurs chars les plus modernes en Russie. Et Bachar se trouve de nouveau dans la flotte russe. Voilà à peu près les choses où on est. Et vous pouvez juste rajouter la dernière info, c'est que Oui. les Iraniens viennent d'autoriser la Russie à Oui. déployer toute son armada en Iran. En Iran, voilà. Et pour les Turcs, et je termine par les Turcs. Et on peut parler aussi de la menace kurde aussi, qui menace de relâcher tous les terroristes français. Voilà, donc j'arrive pour les Kurdes et les Turcs. On revient, comme on dit, c'est-à-dire les Turcs, monsieur Erdogan, après vous traduisez à monsieur Christophe, Oui. c'est ce truc syro-libanais. Erdogan, il a dit en un mot hier, et je finis par là. Et vous avez Nasrallah, Nasrallah en direct à l'instant qui commence à prononcer un discours. Voilà, et les Russes sont nos partenaires, c'est tout, pour l'argent et pour tout ça, et les Iraniens, nos voisins amicaux, c'est tout. Voilà, ça veut dire, on revient à la case de départ, aucune preuve, la guerre, ça va être catastrophique, et les opinions occidentales anti-guerre, 100% de tous les pays d'Occident. Il n'y a que les Arabes, malheureusement, à commencer avant la Syrie, rappelez-vous, monsieur Tariq Mamib, le père de Bachar était comme un caniche chez George Bush à Genève. C'est là ça a commencé les histoires et à vous le reste. Voilà. Merci docteur. Merci pour votre. Merci à vous. Allez, Merci. bon courage. Merci. Et vous continuez. Je sais que vous êtes quelque part là où vous êtes. Vous avez l'application, vous, sur votre téléphone? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les applications et je vous suis jour et nuit. Ne vous inquiétez pas. Mais l'application on revient à 1991. Expliquez aux jeunes ce que c'est 91. Ah ben c'est l'histoire de Saddam. Oui. Quand on parlait tous ensemble, on s'est vu même personnellement Oui, je en sais. août 80. Je sais. En 90. Et on avait fait, l'attaque, c'était 91. la fameuse émission, c'était en 2003 parce que le hasard. Depuis 2003, monsieur. Oui, et en 2003, on a créé la fameuse émission Allô Bagdad, Voilà. ici Paris. Voilà, Merci, c'est ça. docteur. Expliquez ça parce que je dépasse mon temps autorisé. Merci docteur. Voilà, c'est bien. Ah bah c'est des éditeurs disciplinés là, Ah c'est bah bon. attendez. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez avec votre application là? Vous avez un comment dire, un quota à vendre, à télécharger aujourd'hui, c'est oui, ça? oui, tout à fait. Non, parce que je commence à avoir des textos, des WhatsApp, des trucs personnels de beaucoup d'amis qui me disent mais on est surpris, on vient de découvrir l'application et ça fait des années qu'on attend juste 16 heures et puis on rate et puis la nuit, mais là on a tout ce qu'il faut. Alors je la rajoute et vous avez YouTube. Donc l'application c'est pour écouter le direct et le YouTube c'est 3 jours après vous prenez vous faites du Netflix avec France Maghreb 2. Vous prenez votre week-end et vous dites j'ai raté les 5 émissions de France Maghreb 2. Au lieu de regarder Netflix, c'est 50 ou 1 heure, une dizaine d'épisodes, ben j'écoute France Maghreb 2 et je fais ma semaine politique et culturelle. Et vous avez de quoi vous occuper pour le Ramadan qui approche à grands pas. Un petit mois, Inch'Allah. Ah bah oui, on est le 13 là aujourd'hui, ça y est. Écoute. On est le 13 avril. Petite info importante, Tarek, par rapport au rassemblement qu'on avait signalé pour le soutien à la Coupe du Monde, d'organisation de la Coupe du Monde 2026 pour le Maroc, qui devait avoir lieu à l'origine ce dimanche au Trocadéro. Ouais. Et pour des raisons de sécurité, ça a été reporté au dimanche 13 mai, même heure, même endroit, 14h30, place du Trocadéro. Et une boutade, Ouais. ça me rappelle tous nos beaux pays, nos bleds respectifs, comme dirait quelqu'un, dans lequel que quand le président sort, on arrête toute la circulation. Alors, on bloque la circulation à 9h, et monsieur le président de la République, lui, sort à 11h, et ça dure 5 minutes, mais on est bloqué, nous, de 9h du matin jusqu'à 11h. Ouais. Effectivement. Un petit mot, même pas un petit, mais plusieurs mots d'ailleurs sur la situation à Gaza. 3e marche pour le retour. 3e vendredi. 3e vendredi, Tarek, d'affilée, où des milliers de Palestiniens revendiquent Pour le droit au retour. Pour le moment, il y a 400 blessés, et pas encore de morts, et espérons qu'il n'y ait pas aujourd'hui de morts, parce que la règle c'était tous les vendredis 15 morts et 1 millier de blessés.
Ouais, effectivement, c'est voilà, troisième vendredi, troisième. Et là, ça va aller crescendo parce qu'avec le Ramadan et avec le dernier vendredi du Ramadan, inverse, je sais pas si vous le savez, mais le dernier vendredi du Ramadan, c'est la journée de... elle a été baptisée par Khomeini, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le vendredi d'Al-Quds. Le vendredi d'Al-Quds. Ah bah non, je ne savais pas. Le quatrième, le dernier. Vous me l'apprenez, monsieur Maï. Voilà. Et Tarek Mami, je vous apprends pas non plus que cette année, la Nakba sera célébrée. Il y aura 3 Nakba le cette année. 15 mai. Oui. Et que le Ramadan commencerait le 16. Le 16. Voilà. Et que le lendemain, il y aura l'inauguration normalement de la nouvelle ambassade américaine, effectivement. À Al-Quds. Ouais. Ce qui est prévu je sais plus, c'est le 16 ou le 13 ou 14 mai. Le jour de la Nakba. Ouais. Voilà. Donc Gaza, évidemment, on reste attentif à ce qui se passe là-bas et en Palestine avec ces manifestations, ces Palestiniens. Moi, cette image terrible de ce journaliste qui est terrible, qui reste gravé quand même. Il avait le gilet, il couvrait cette marche. Et il a été, on lui a tiré à bout portant quoi dessus. Ce journaliste. Et j'ai pas vu, Tarek Mami, moi ce qui me choque, c'est que j'ai pas vu la solidarité des journalistes. Je n'ai surtout pas vu, à moins que je me trompe, et dans ce cas je m'excuse platement, il y a un beau communiqué de presse de... Reporters sans frontières. Voilà. Ouais, effectivement, on est d'accord. Ça a de quoi alerter. Non mais, donc tout est sélectif aujourd'hui. Ouais. Soit selon que vous soyez fort ou puissant, et puis faible avec les forts, faible avec les forts et fort avec les faibles. Maintenant c'est le principe. C'est la loi de la jungle. Exactement. On est de retour très vite avec le premier avis tranché. Amsterdam, puis... Tarek Mami, tout de suite. LGF, le grand forum, votre émission quotidienne de 16h à 18h sur votre radio France Maghreb 2 avec aujourd'hui, en ce vendredi, Enver de Santos et Tarek Mami qui sont avec nous. Voilà, pour nous livrer tout de suite le premier avis tranché de l'après-midi. Il est attendu celui-là. J'ai eu à le parcourir et je peux vous dire que voilà, c'est du très lourd. Restez là. Maintenant, jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Et un avis tranché qui ne va pas commencer, si vous le permettez, par la voix de Tarek Mami, mais par cette voix, celui du président de la République. Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant, comme 10 jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Ce qui nous amène donc à cet avis tranché, peut-être tranchant, les auditeurs le diront, qui porte pour titre la loi de la jungle et la politique occidentale de la canonnière. À l'est et à l'ouest, au nord et au sud de la planète, la Syrie en général et Damas en particulier est l'hypercentre du monde depuis plus de 7 ans. Alors guerre, pas guerre, ira pas. Les médias mainstream nous annoncent depuis de nombreux jours et surtout hier après-midi et hier soir que la guerre est imminente et que ce n'est plus qu'une question de quelques minutes. Certains tweets ont même annoncé que les premiers bombardements occidentaux auraient lieu dans la nuit du jeudi à vendredi à minuit heure de Damas. Heureusement qu'au réveil ce matin, il n'y a pas eu de bombardement pour les uns et pour les autres. Notre président Emmanuel Macron, nous venons de l'écouter, déclare « Nous avons la preuve que des armes ont été utilisées ». Ainsi, le président de la République assure avoir la preuve que le régime de Bachar el-Assad, comme on dit, a fait usage d'armes chimiques contre son peuple. Le président Trump lance un tweet à la mode cow-boy et annonce qu'il va attaquer militairement la Syrie avec la phrase provocatrice supplémentaire, j'ouvre les parenthèses, tiens-toi prête la Russie, les missiles intelligents arrivent. À ce stade, la messe est dite, la guerre va commencer incessamment sous peu. Sauf que chacun a cherché à consulter sa propre boule de cristal pour savoir s'il s'agit d'un bombardement occidental ponctuel de la Syrie, d'une série d'opérations militaires qui doit durer plusieurs jours, s'il s'agit de détruire ce qui reste de l'infrastructure syrienne, de l'aviation syrienne, ou d'aider les rebelles armés et les différents groupes djihadistes à reprendre du poil de la bête, à atteindre la Russie après l'affaire des survivants espions russes retournés par les Anglais, ou à dégager le Hezbollah et l'Iran de la Syrie.
Mais la même boule de cristal a été interrogée, je vous l'affirme. Également pour savoir si la Russie allait laisser les 3 pays occidentaux pro-guerre, que sont aujourd'hui les États-Unis, l'Angleterre, du Brexit, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais qui est toujours pilier de l'OTAN, et la France, qui a connu des présidents anti-guerre avec le président Chirac, le docteur, comme l'appelait le président palestinien Arafat, et des présidents pro-guerre avec Nicolas Sarkozy en Libye et François Hollande au Mali, puis en Irak et en Syrie. La même boule de cristal, j'ai le vu et je vous l'affirme, a été interrogée une 3e fois pour répondre à la question finale: qui profiterait d'une attaque militaire occidentale contre la Syrie? Profite-t-elle à l'Amérique de Trump, à l'Angleterre de Theresa May, à la France d'Emmanuel Macron, ou alors allant plus loin, évoquant Israël de Netanyahou et l'Arabie saoudite de MBS Mohamed Ben Salman. Ce dernier vient d'ailleurs de faire un tour dans les 3 pays devenus pro-guerre, États-Unis, Angleterre et France. À chaque fois, il a sorti son chéquier, ou plutôt ouvert ses puits de pétrole, parce que ces chéquiers ne contiennent pas de l'argent issu du travail de l'appareil productif industriel, touristique, informatique, numérique ou de service saoudien, mais de simples trous par terre dans lesquels on trouve injustement un liquide noir qui s'appelle le pétrole. Et surtout, ne dites pas qu'il s'agit d'un hasard, car la règle du jeu dans le monde économique libéral financier d'aujourd'hui répond au simple principe qui paye commande. MBS commande et a payé les 3 pays pour qu'ils fassent la guerre à sa place: États-Unis, Angleterre et France. Ces 3, ils sont payés, ils exécutent. Quant à Israël de Netanyahou, il suffit de rappeler très brièvement le fait qu'ils ont soutenu les djihadistes présents sur le territoire syrien, qu'ils soient de nationalité syrienne ou étrangère, ça n'a pas d'importance, soutien par tous les moyens, financiers, militaires, et même par la prise en charge médicale des djihadistes blessés, mais aussi, il faut rappeler, les très nombreux bombardements des territoires syriens par l'armée israélienne pendant 7 ans, jusqu'à ce que l'armée syrienne se décide ou arrive à abattre un F-16, un avion de l'aviation de l'armée israélienne, mais des fabrications américaines. Faut jamais l'oublier, pour que le ciel syrien devienne tout d'un coup interdit à l'aviation israélienne, qui va trouver la solution en violant l'espace aérien libanais pour lancer des missiles syriens de loin, en appliquant le vieil adage de la non-guerre: courage, fouillons. Reste la question guerre pas guerre, ira pas, alors que je rappelle et je précise que le baril de pétrole vient de bondir à $71 le baril, alors qu'il stationnait à $30 depuis de très nombreuses années. Au vu de la dernière déclaration du ministre américain des Affaires étrangères de ce matin, qui déclare: l'État américain n'a pas de preuve d'utilisation des armes chimiques par l'armée syrienne. Mais par contre, il dispose d'une masse énorme d'informations véhiculées et recueillies par les médias et les réseaux sociaux. Et qu'il faut d'abord vérifier toutes ces informations qui viennent des médias, pas de sources militaires, et après on décidera. Et vous avez la dernière des dernières, je ne l'aime pas, mais c'est l'histoire qui marche devant nous, puisqu'il s'agit de la marche et de président Macron. Le président français vient d'être mis en garde cet après-midi par le président Poutine, qui lui dit: je vous mets en garde contre tout acte irréfléchi et dangereux. À la lecture de ces 2 phrases, j'ai l'impression que la guerre semble plutôt s'éloigner un petit peu. Pour notre pays, la France, notre président Emmanuel Macron, ce hollandise, risque de se retrouver dans la même position que François Hollande en août 2013, qui a fait, lui, chauffer les moteurs des avions militaires français pour aller punir Bachar, comme l'espérait M. Fabius, et qui a été obligé de faire éteindre ses moteurs de ses avions, parce que il a été lâché par le président américain de l'époque, M. Obama, ce qui a constitué une reculade et une humiliation du président Hollande et de la France entière, qui était alors va-t-en en guerre. Et tout ceci a été raconté longuement et dans le détail par le Canard enchaîné. Pour finir, j'ai cherché sans trouver, jusque-là, à moins que je me trompe, comme toujours, les dernières déclarations de M. Le Drian.
représentant de Hollande-Fabius dans le gouvernement du président Macron. Notre faux ministre des Affaires étrangères et notre vrai ministre de la Défense, car l'occupante en titre du fauteuil, Madame le ministre de la Défense, est inconnue par les citoyens français. Réponse de Haj Google, silence et bouche cousue pour les deux ministres de la Défense français, la virtuelle qui porte le titre et le fictif qui porte le faux titre. Espérons, dans l'intérêt de la France et de l'ensemble de ses concitoyens, que la hollandisation du président Macron aille jusqu'au bout et que la France ne participe pas à une guerre en Syrie qui ne sert pas les intérêts français, mais fait de notre président, malheureusement pour nous tous, un caniche des États-Unis, comme l'a été l'ancien Premier ministre anglais Blair, qui lui a fini par reconnaître ses manipulations, ses mensonges et ses erreurs lors de l'invasion de l'Irak en 2003, sous les ordres d'un autre président américain, le Bush fils. Alors, la loi de la jungle et de la politique occidentale de la canonnière est-elle toujours en vigueur? Espérons que non. Et les jours qui suivront, nous le dirons, notamment par l'interview du président de la République ce dimanche soir. Merci Tarek Mami, comme d'habitude, complet, efficace, précis, voilà, rien à rajouter, peut-être, en tout cas, je sais pas ce qu'en pense Enver, mais pour le coup c'est complet, cependant j'aurais quelques interrogations. C'est complet et surtout vrai. Nous sommes dans une preuve que malheureusement Emmanuel Macron est pour se faire très très décevant parce qu'il fait les mêmes erreurs que certains de nos anciens présidents, en l'occurrence Monsieur Hollande, quand il veut faire le cow-boy. Il veut faire le cow-boy et des vies sont en jeu, des vies françaises, des vies syriennes, parce qu'à un moment donné, chaque chose a ses conséquences. Toute chose a ses conséquences. Donc, alors Tarek, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, et d'ailleurs les auditeurs peuvent appeler s'ils ont toutefois des questions ou peut-être des précisions à vous demander sur cette lecture que vous faites de tout cela, qu'on est d'ailleurs vraiment en droit de partager, parce que on assiste finalement encore une fois à la manière dont la France est en train de s'isoler sur la scène diplomatique internationale. On s'emballe, on y va franchement, on essaie de montrer les muscles, et puis quand nos partenaires avec qui on croit qu'ils ont notre appui nous lâchent, eh bien on se retrouve bien seul finalement. C'est ce que vous avez rappelé, c'est ce qui s'est passé pour Hollande. Est-ce que c'est pas là, sur la scène internationale, je précise, la première erreur de Emmanuel Macron? En tout cas, pour moi, et ça n'engage que moi, comme dirait l'autre, oui, c'est une erreur, parce qu'il est venu dans une posture qui, comment expliquer ça, mi-Chirac, mi-Mitterrand, pas Sarkozy et pas Hollande. Et il se retrouve donc au bout d'un an et à première vraie crise internationale et sur pression des Américains à faire du hollandisme. Juste, je sais pas quel journaliste, je dirais ni grand ni petit, mais j'ai lu dans une espèce de tweet ou dans un texte, un journaliste américain qui dit: nous avions deux grands chefs qui arrivaient au pouvoir, Monsieur Trump et Monsieur Trump et Monsieur Macron, qui sont arrivés avec une vision du monde anti-guerre et qui, au moins d'un an, ont été mangés par leurs propres conseillers et par les lobbies de vente des armes. Et là, ils se comportent comme Sarkozy. Alors, je suis dans le regret de vous dire que la seule chose qu'on peut éventuellement partager avec le Front National, c'est sa lecture sur ce qui se passe. Alors, paradoxalement, c'est le Front National et LFI qui, eux, sont d'accord sur la même ligne et sur ce point. Elle a dit attention, les preuves on les attend, et puis ça nous rappelle étrangement ce qui s'est passé en Irak. Tout à fait. Voilà, je pense que ça peut pas être un peu plus clair. Samy de Champigny, salut Samy. Salut Christophe, tu vas bien? Bonjour Monsieur Tarek, bonjour Denver. Bonjour Samy. Ça va, tu vas bien? Tout va bien, merci, et toi? Ah, Champigny en force, hein. Alors Samy, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai une question qui est un peu bizarre. Je me dis, mais merde, comment ça se fait qu'on bombarde pas la maison de ce monsieur-là, le président syrien? Pourquoi on va tuer des civils? Là, j'arrive pas à comprendre pourquoi on va bousiller des pauvres familles, enfants et femmes, et en sachant que les Américains sont très forts pour ça, pour bombarder les maisons. Et pourquoi ils bombardent pas sa maison à ce président? Alors, question toute simple finalement. Beaucoup disent Bachar el-Assad est le problème. Tarek Mami, Enver de Santos, Bachar el-Assad est le problème, il faut le liquider. On se souvient évidemment de Laurent Fabius. Ce que dit Samy, ça relève, j'allais dire, de limite enfantin. Mais pourquoi on ne l'a pas liquidé alors?
Moi, je rajouterai en posant la question justement à Monsieur Mami, qui pourra justement peut-être nous répondre. Moi, je me souviens, quand je faisais mes études de droit au début des années 2000, que dans le Courrier international, qui est un journal qui reprend la plupart des unes à travers le monde pour en faire des revues de presse, on parlait justement de Bachar al-Assad comme l'espoir justement du Proche-Orient, parce qu'il était moitié occidental, moitié oriental, qu'il était dentiste, etc., etc., etc. Et donc peut-être, et je ne sais pas, peut-être que la réponse se trouve là, parce que peut-être qu'à un moment donné, il servait les intérêts. Alors, je n'ai pas la réponse, voilà. Samir, mais il y a deux choses. Alors, il y a l'affectif, il y a tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a deux villes qui portent la même protection internationale, deux villes et deux palais. C'est celui de Moscou et c'est celui de Damas. Et donc, si les Américains, les cow-boys du monde veulent aller bombarder, ils n'ont qu'à envoyer leurs avions et leurs missiles. Et comme l'a dit l'éditorial d'un journal moscovite hier, ils seront bien accueillis. Donc, ils peuvent pas attaquer. Deuxième chose, les Américains et en général, quand ils veulent mettre la main sur un pays, et là c'est Bachar qui le dit, ils voulaient récupérer la Syrie entière, avec ses richesses et tout ce qu'elle a. Quand ils n'ont pas réussi, ils ont détruit. Mais effectivement, je conseillerais au président, quand ils ont un ennemi comme ça, même si c'est immoral et illégal, d'envoyer un sniper pour tuer le bonhomme. La question, et la vraie réponse, cher monsieur Samir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tuer Bachar, vous ne tuerez plus l'idée que Bachar a fait de la Syrie. C'est ça qui est grave. Et donc, aujourd'hui, parce qu'il faut regarder les télévisions qui sont pour, les télévisions qui sont contre, les journaux qui sont pour, les journaux. Aujourd'hui, prenez un billet d'avion, parce qu'aujourd'hui, on peut aller en Syrie par le Liban, et poser la question aux gens. Et les gens, ils vous disent, aujourd'hui, s'il faut mourir, c'est moi qui meurs, c'est pas Bachar, parce que ce pays devait être coupé en 4 ou en 5 parties. Il ne l'a pas été. Et la majorité de ceux qui soutiennent Bachar aujourd'hui là-bas, et j'ose le dire, parce que j'ai quelques contacts comme tout le monde, ce sont les sunnites, et non pas uniquement les alaouites, parce qu'on veut toujours nous amener à une guerre de religion à l'intérieur du monde arabe, à l'intérieur des musulmans, alors que la guerre n'est pas religieuse, c'est une guerre économique, politique et de préservation de la défense des intérêts d'Israël dans la région. Merci Samir en tout cas pour ta question. Il peut rebondir, s'il souhaite rebondir, il peut réagir. Alors moi je vais rebondir parce que est-ce qu'il y en a qui peut éventuellement fanfaronner avec tout ça, Erdogan? Personne ne peut fanfaronner. Même pas Bachar. Est-ce qu'il n'a pas intérêt, Tarek Mami, est-ce qu'il n'a pas intérêt que tout ce beau monde là s'embrouille là finalement pour ressortir et attraper le leadership? Non, parce que lui, jusque-là, il joue avec les uns et avec les autres. Exactement. Pour rançonner les uns et rançonner les autres. Et si tout le monde se brouille, et lui, il va se retrouver tout seul et forcément dans un des deux clans, parce que les Américains vont lui dire, on va utiliser la base de l'OTAN. S'il dit oui, il devient l'ennemi de la Syrie. Et s'il dit non, de la Russie, et s'il dit oui, il devient l'ennemi des Américains. Donc lui, il a intérêt de jouer toujours en eau trouble pour s'en sortir et pour tirer les intérêts de ce qu'il considère lui comme les intérêts turcs. Alors, la route orientale, on l'a appris hier, a été complètement et entièrement libérée. Pas tout à fait. Alors la Ghouta, c'est ce qu'a annoncé les Russes. Oui, non, la Ghouta orientale a été. D'ailleurs, on dit comment? On dit Ghouta ou Routa? Routa. Ouais. La Routa, vous savez ce que c'est à côté de Damas. La Routa, c'est pas une forêt, mais ce sont toutes ces fermes et ces prairies, Christophe, qui sont autour de Damas et dans lesquelles les gens partent le week-end en villégiature. Et c'est une région donc dans laquelle il y a tous les fruits qui viennent pour les marchés de Damas et de toute la région de Damas. La Routa, donc, c'est des plaines, c'est des villes avec des immeubles, mais c'est surtout des vergers. Voilà le mot exact que je cherchais. Ce sont les vergers de Damas qui s'appellent la Ghouta. Alors, ne doit-on pas en parler au passé, malheureusement, d'ailleurs, avec toutes les destructions? Non, parce que la partie verger va reprendre très vite. Ils ont commencé à faire les travaux. Alors, libéré ou pas libéré, cette Ghouta? Alors, si c'est libéré, c'est-à-dire que l'armée arabe syrienne est rentrée et planté le drapeau, c'est pas encore fait. Ça va être fait ce soir ou demain matin. Mais le drapeau russe? Le drapeau russe, oui, parce que dans les négociations, ce sont les Russes qui rentrent dans cette ville-là les premiers, et donc c'est pas l'armée russe qui est rentrée non plus, c'est la police militaire russe qui, elle, assure à l'intérieur le fait que les terroristes et que les rebelles puissent monter dans les bus après vérification pour qu'ils puissent quitter la ville et aller donc dans les territoires sous contrôle turc. Donc, terroristes affiliés à l'Arabie Saoudite?
Ceux-là, oui, c'est Jaish al-Islam. Non, faut le dire. Oui, non, mais ils sont affiliés à beaucoup, mais ceux-là, Ouais. c'est le groupe de l'Arabie Saoudite, Ouais. Jaish al-Islam. Et donc, libérés dans le sens où les rebelles ont remis les armes lourdes. Il ne reste que les armes légères qu'ils remettent avant de sortir, mais pas libérés dans le sens où on voit la population syrienne rentrer. Moi, je suis le mouvement sur plusieurs écrans, sur plusieurs chaînes de télé, et j'ai assisté donc en direct à l'entrée de l'armée syrienne dans plusieurs villes, à commencer à l'époque par les 2 fameux aéroports. Ce qui était extraordinaire, et j'ai assisté à des scènes, j'ai assisté à travers l'écran de télé, et donc elle n'est pas libérée dans le sens classique du terme. Elle le sera. Ouais, j'ai bien compris. Voilà, Elle le saura probablement, c'est une question d'heure, mais en tout cas, voilà, mais on peut il y a parler de plus de libération. résistance. Il y a plus de résistance, les donc terroristes là, sont partis. on est dans la négociation. Et ils sont partis où ces terroristes, Tariq Mami? Alors ça, c'était une très bonne question, comme dirait l'autre. Parce que c'est bien beau de dire ils sont partis, mais ils sont partis où? Alors ils sont partis faire en quoi fait, non, ils sont partis repartis en trois villes, toutes au nord et toutes proches de la frontière turque. Alors il y a Idlib d'abord. Ouais. Mais les terroristes qui sont à Idlib ont refusé à Jaish al-Islam et à d'autres, et à Fath, le premier groupe là qui a été liquidé, de venir à Idlib. Donc il y a une partie qui va à Idlib, il y a une partie qui va à Jaroublus, donc sous contrôle turc, et il y a une autre partie qui va arriver du côté de Afrin. Donc c'est dire que le Turc qui contrôle les 3 zones à côté de sa frontière ne veut pas accepter les 3, et surtout Jaish al-Islam, parce que s'il accepte Jaish al-Islam, ça veut dire quelque part soit il se rallie à l'Arabie Saoudite, soit qu'il prend le contrôle du groupe Jaish al-Islam qui lui est sous le contrôle d'Arabie Saoudite. Donc pour faire simple, celui qui est bien emmerdé aujourd'hui, c'est Erdogan. Oui. Si j'ai bien compris, hein. Oui, il a 3 zones, et il est reparti. On lui refile le mauvais, Voilà. le mauvais Mais bébé, en lui, il ne le l'occurrence. voit pas comme ça. Et lui, Ouais. il dit aujourd'hui, je suis en train de ramasser les terroristes que j'avais sous le contrôle, et là, je veux reprendre le contrôle. Ils vont être jugés? Qui? Bah, les Ah terroristes. ben non. Non, parce que l'État syrien a décidé à un certain moment, mieux vaut les libérer, même si c'est des criminels, Ouais. pour pouvoir sauver le territoire et les civils, Ouais. que de rentrer dans une guerre et d'être obligé de tuer tout le monde. Linda de Marseille nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Linda. Bonsoir Christophe, vous Bonsoir. m'entendez? On vous entend très bien, on vous écoute Linda. Voilà, donc Christophe, je tenais quand même je tenais à vous remercier pour le Grand Forum, pour votre émission. Merci pour la liberté d'expression. Et je voulais dire un petit bonjour à Tariq Mami, que je félicite à l'avance. Merci madame. Tariq Mami, avec toutes vos interventions, que je vous félicite. Voilà. Merci Et madame. comment? Je vous dis merci madame. Oui, oui. Et je voulais, en fait, je vous écoute là, et c'est vrai que moi, à ce qui concerne la série, tout ça, je comprends rien. Vous nous avez éclairé, et je sais pas quoi dire. Vous avez tout dit. En quelques minutes, vous avez tout dit. Vous nous avez éclairé, et toutes vos interventions, il y a toujours de la lumière. Voilà, je vous félicite. Wow, quelle classe. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci, Linda. Alors, on va vous donner, Voilà, Tariq merci Mami. beaucoup. on va Comment? vous donner rendez-vous les 4, 5 et 6 à Marseille. Mais, Ah faut oui. préciser. Mais, Ah oui. oui. Mais il y a le salon Algérie. Et France Oui. Maghreb 2 est partenaire de ce salon qui aura lieu au Parc Chano. Il y aura un studio avec une partie de l'équipe de France Maghreb 2. Ah bon? Ouais. Et vous y êtes avec Oui, je sais pas, on verra si on peut en mettre Christophe dans une valise pour venir à Marseille, parce que je sais qu'il... Non mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'il veut pas quitter Paris. Voilà. Mais comme il y a la plage et qu'il va commencer à faire beau, peut-être qu'il acceptera d'être dans la Et valise. comme avec l'équipe. accessoirement on a gagné. Voilà. Merci Linda, et bravo pour votre qualification pour l'équipe de Marseille. Je suis d'origine algérienne. L'année dernière, j'ai été au salon, je l'ai visité, je suis venue. Inch'Allah, cette année, je vais venir. Et en Inch'Allah. plus, il y a les animateurs de France Maghreb 2, c'est ça? Oui. Eh ben, ça va. Ouais. Le message, il est passé. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Et Merci, bonne Linda. continuation. À très bientôt. Merci beaucoup. Bon, bah voilà, vous êtes très attendu, monsieur Tariq Mami. Hein, à Avec vous, Marseille. cher Christophe. 4, 5 et 6 mai prochain, le salon consacré à l'Algérie à Marseille, au Parc Chano, c'est ça? Oui, Exact. Ouais, très bel endroit en plus. Du côté de Marseille. Et tiens, j'en profite quand même parce que je suis bon joueur moi. J'en profite pour saluer et féliciter évidemment les Marseillais pour leur qualification
qualification. Ils sont arrivés en demi-finale. Ils sont en demi-finale de l'Europa League Contre et ils vont trouver contre Salzbourg. Donc c'est une très très bonne, un très bon tirage. Hein. J'aime bien Leipzig. Leipzig, j'aime bien. Exact. Donc c'est un bon tirage. S'ils arrivent à la finale, c'est bon déjà. Il paraît que c'était en liesse à Marseille hier soir. Marseille, je vous dis, quand Marseille gagne un match, la ville ne dort pas. Ouais. Et quand la Marseille, on joue sur place. Exactement. Et quand Marseille perd, une demi-heure après, vous n'avez plus rien ou presque. C'est ça. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc, est-ce que vous pensez, Tarek Mami sera là, ma dernière question sur le sujet de la série. Est-ce que vous pensez que d'ici dimanche soir, il peut y avoir du changement? Et y a-t-il intérêt à ce qu'il y en ait pour Emmanuel Macron, qui va se retrouver quand même face à deux journalistes qui sont quand même des mordants? Ils y vont franchement, ils posent des questions, ils sont pas le style à lâcher l'affaire. À savoir Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais si vous voulez, les hommes politiques ont une capacité extraordinaire de se retourner à 180 degrés. Si la France décide d'ici vendredi de ne pas y aller, et il dira tout simplement, c'est nos amis américains qui nous ont donné les vidéos. Et on ne peut pas ne pas supporter, accepter ce qu'il y a sur la vidéo. Et en fait, nos amis américains, qui sont la source de l'information, viennent de nous déclarer qu'ils ne sont pas sûrs, machin. Donc, on attend. On est contre les armes chimiques, comme tout le monde. Bachar est l'ennemi de son pays. Mais on ne bouge pas, parce qu'on bouge quand on a franchi la ligne rouge. Et d'après ce que me disent les Américains, la ligne rouge n'est pas atteinte. Ouais, ça peut ressembler tout à fait à ça. Et ça, c'est ma boule de cristal. Et il va aux États-Unis dans quelques jours. Dans la 4e vision, parce qu'on l'a vu déjà 3 fois aujourd'hui. Emmanuel Macron va aux États-Unis dans quelques jours pour une visite officielle. Oui, c'était prévu depuis. Par contre, là, ce qu'il faut surveiller, c'est que le président Trump a promis de faire une grande parade militaire. Ouais. Après le 14 juillet de l'année dernière. Donc, je suppose que c'est pour le 4 juillet de cette année. Alors, on verra s'il l'a fait ou pas. 4 juillet, c'est la date que MBS d'Arabie a choisi pour se faire introniser roi. Parce qu'il n'a pas trouvé une seule bonne date valable dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, ni dans celle de l'islam, ni dans celle de l'Algérie, 5 juillet, qui quand même, au bout de son 30 ans, s'est libéré des colonisations. Il a trouvé une seule date, c'est le 4 juillet, la date américaine. C'est aussi une manière de faire vassal et de dire, messieurs les Américains, je suis votre esclave. Dans un instant, nous allons parler de radicalisation avec Enver Dos Santos dans son avis tranché à suivre. Et on parlera, parce qu'il faut vraiment se la poser, messieurs, cette question aujourd'hui. Est-ce que Tarek Ramadan est un prisonnier politique? Parce que cette histoire est complètement partie aux oubliettes. Il est incarcéré, je le rappelle, depuis le 2 février dernier. Il y a eu à plusieurs reprises des expertises médicales qui ont pour la plupart d'ailleurs été bâclées. La dernière en date, on devait connaître le résultat fin mars, ça a été repoussé à mi-avril. Toujours rien. Tarek Ramadan reste en prison. Mi-avril, c'est quand? C'est dans 2 jours. Oui. Tarek Ramadan reste toujours en prison. Il ne peut revoir sa famille que depuis quelques jours, dans un état visiblement très diminué. La présomption d'innocence, là, pour le coup, ne fait plus de doute. Elle n'est pas respectée dans cette affaire. On y revient dans un instant, ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 12, c'est le LGF jusque 18h avec évidemment Tarek Mami, Enver Dos Santos en ce vendredi. Je vous rappelle effectivement que dimanche devait avoir lieu, vous l'avez annoncé d'ailleurs la semaine dernière, ce rassemblement de soutien pour la candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2026. Cependant, pour des raisons de sécurité, la préfecture a alerté les organisateurs pour leur signifier que ce rendez-vous était reporté au 13 mai. Même heure, même endroit, c'est-à-dire dimanche 13 mai, 14h30, pour venir soutenir donc le Maroc pour cette candidature à la Coupe du Monde 2026 qu'il pourrait peut-être obtenir. Pour l'instant, sachez d'ailleurs que sur 217 pays, eh bien le Maroc en a récolté 103 soutiens. Donc c'est pas encore totalement fait, mais voilà, on espère que ça va continuer et que la Coupe du Monde, cette belle compétition footballistique, se retrouve dans un des 3 pays du Maghreb, en l'occurrence au Maroc. On le souhaite de tout cœur. On aura la réponse normalement d'ici le mois de juin, si tout va bien. Le 13 juin, je crois, si mes souvenirs sont bons. Exact. Donc 13 mai, retenez bien cette date, c'est au Trocadéro, 14h30 de dimanche 13 mai. Il fera beau, j'en suis sûr. Et que tous les Africains issus de l'immigration, n'importe quel mot, et même les Français qui soutiennent ce beau projet se réunissent là-bas. Oui, d'ailleurs tous ces Français qui vont passer de belles vacances au Maroc, voilà, c'est l'occasion aussi de donner un petit coup de main pour le coup. Et puis je rappelle les 4, 5 et 6 mai, le salon de l'Algérie au Parc Chano.
Ça c'est vraiment un événement aussi à ne pas louper. C'est gratos en plus. Donc allez-y, c'est au Parc Château, c'est à Marseille et une bonne partie de l'équipe puis il y de aura France d'autres Maghreb y sera. activités pour fin juin avec une belle initiative de Christophe Fro. Et dans la foulée, on verra si on organise quelque chose sur Paris pour tous les matchs qui nous intéresseraient, c'est-à-dire la France, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais là, on ne fera que du foot. Ah, il joue au foot? Voilà, je vous précède. Là, on ne fera que du foot. Allez, on va pas faire de foot, on va faire de la radicalisation. Tiens, ça va changer un petit peu avec Enver de Santos dans son avis tranché. Jingle. Jingle ou pas? Ouais. Jingle, mon ami, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors Enver nous présente cet avis tranché sur le thème de la radicalisation. Plus exactement, mon titre est La radicalisation, arnaque ou vrai problème et mauvaise direction. Pourquoi ? Je suis récemment tombé sur plusieurs émissions, notamment une sur la chaîne publique Sénat, l'émission Sénat 360, qui invitait justement la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, donc une sénatrice LR, de la région, j'ai oublié pour vous dire. Pour moi, ça n'est pas important, parce que elle est au-delà même de ma mémoire, elle est sénatrice donc du peuple français. Donc avant de vous présenter le texte et le résumé justement de cette émission, j'aimerais vous faire le rappel des premiers signes qui peuvent alerter sur la radicalisation djihadiste selon le site stopdjihadisme.gouv.fr. Alors, il se méfie des anciens amis qu'il considère maintenant comme des impurs. Ils rejettent des membres de leur famille, ils changent brutalement leurs habitudes alimentaires, ils abandonnent l'école ou la formation professionnelle car l'enseignement dispensé fait partie du complot, ils arrêtent d'écouter de la musique car elle détourne de leur mission, ils ne regardent plus la télévision et ne font plus au cinéma car on y voit des images qui leur sont interdites, ils arrêtent les activités sportives parce qu'elles sont mixtes, ils changent leur tenue vestimentaire, notamment pour les filles avec des vêtements qui cachent le corps. Ils fréquentent assidûment des sites et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste. Maintenant, je vais vous lire donc un petit résumé de cette émission de Sénat 360. Je commence. Donc, il s'agissait de radicalisation, un phénomène qu'on a occulté et mis sous la table selon Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR. Sur l'émission Sénat 360 de Public Sénat. Une enquête des sociologues Anne Muxel et Olivier Galland auprès de 7000 lycéens français suscite des inquiétudes. Elle met en lumière une radicalisation politique et religieuse d'une partie des jeunes. Je ne suis pas du tout surprise, déclare Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise, qui a enseigné pendant 25 ans dans un lycée professionnel à Argenteuil. Ce phénomène n'est pas nouveau, on l'a juste occulté et mis sous la table. Les premiers signes de cette radicalisation, c'est 2001, les tours de New York. Après, en 2004, il a fallu faire une loi pour interdire le voile à l'école. Puis après, on a laissé un petit peu les choses se faire. C'est une responsabilité politique collective. Moi, personnellement, j'ai lutté contre l'islam radical dans la commune que je gérais jusqu'à récemment. Je n'ai été aidé par les services de l'État qu'à partir de 2015, comme par hasard. Parce qu'avant, on passait pour des méchants, explique-t-elle. Et elle conclut, il y a un islam politique qui est toxique pour les enfants de ce pays. On a certainement occulté un certain nombre de sujets importants, acquiesce Xavier Iacovelli, sénateur PS des Hauts-de-Seine. Tout en temporisant, on n'a pas attendu non plus les attentats du Bataclan et de Charlie pour avoir un plan, notamment anti-djihad de Bernard Cazeneuve en 2014. Sous Sarkozy, même s'il y a eu des renseignements généraux qui ont été un peu démantelés, on a quand même eu des actions. On ne peut pas dire que l'État français ne faisait rien. Le sénateur PS des Hauts-de-Seine tient à souligner également que l'étude parle de radicalisation religieuse chez les jeunes, mais aussi de radicalisation politique. Il y a la radicalisation politique, qui est principalement une radicalisation islamique, non pas de l'islam, non pas musulmane, car je pense qu'il faut bien faire la différence. Et puis il y a vraiment une radicalisation politique. Et c'est ça, c'est aussi très inquiétant. Donc la fin du résumé, je vous invite à regarder le replay de cette émission. Pourquoi je parle justement de radicalisation et pourquoi je vous ai présenté les signes de la radicalisation ? Parce que, selon moi, tout ceci n'a aucun sens.
Dans ce premier avis tranché, cette première partie d'avis tranché sur la radicalisation, je tiens à vous dire pourquoi ceci n'a aucun sens. Parce que nous avons une sénatrice, représentatrice donc du peuple français, qui dit à un moment, tout simplement, le problème, voilà, moi personnellement, j'ai lutté contre l'islam radical dans la commune que je gérais jusqu'à récemment. Je n'ai été aidé par les services de l'État qu'à partir de 2015, comme par hasard. Elle conclut, il y a l'islam politique qui est toxique pour les enfants de ce pays. Et là où je veux en venir, c'est que cette femme et toutes les personnes qui nous parlent de radicalisation sont, je pense, non seulement dans l'arnaque, mais également dans la mauvaise direction. Car il s'agit effectivement d'un vrai problème. Mais le problème n'est pas la radicalisation en soi. C'est de ne pas comprendre que la radicalisation, comme ils disent, c'est tout simplement l'endoctrinement. L'endoctrinement sectaire, le phénomène des sectes qui existent malheureusement en France comme dans de nombreux pays pour de nombreux groupes, à un moment donné, bah c'est ça. Ça engendre ce genre de conséquences dramatiques. Et là où je veux en venir, c'est que le problème n'est pas la religion en soi, qui est toxique pour les enfants du pays, mais c'est le fait qu'on ne se rende pas compte qu'il faut les éduquer. Qu'il faut éduquer les enfants, qu'il faut les accompagner, leur offrir de la culture, leur offrir des choses qui vont leur permettre de penser à de vraies choses. Mais quand on leur offre sur le service public pratiquement aucune émission qui peut les aider à avoir une émulation intellectuelle, je m'excuse, mais c'est là où on commence à perdre ces jeunes qui sont des éponges. Et le travail ne commence pas dans les lycées, mais il commence dès l'école maternelle. Voilà. Merci Enver, peut-être que Tarek souhaite apporter un petit commentaire. Alors, le problème, c'est pas la religion. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles les enfants d'abord et des adolescents ensuite, les conditions donc vont apprendre la religion et ses interprétations. Comment dire? Pour la communauté maghrébine que je connais le mieux, l'éducation religieuse est une éducation traditionnaliste, conservatrice, mais pas salafiste. C'est par la suite que les choses se compliquent, parce que les enfants sont en confrontation avec d'autres enfants qui ont d'autres parents qui ont une autre vision de la religion, et c'est cette confrontation qui, quand elle n'est pas reprise en main par les parents, risque donc d'amener à ces dérives. Très bien. Alors, on va maintenant entamer, si vous le voulez bien, notre dernier sujet, parce que la question se pose aujourd'hui. Revenir sur l'affaire Tariq Ramadan. On en a beaucoup parlé au début de cette affaire. Beaucoup d'ailleurs ont été surpris de son incarcération le 2 février dernier. Il était rentré debout et d'ailleurs on a appris il y a quelque temps qu'il était aujourd'hui en chaise roulante. Il a fait parmi ces quasiment 2 mois d'incarcération, plus de 2 mois maintenant, pratiquement au moins un bon quart, voire un peu plus à l'hôpital. Il est dans un très mauvais état de santé, c'est ce que l'on nous dit, et il y a eu de nombreuses expertises médicales qui ont été pratiquées. Alors quelques-unes d'ailleurs se contredisent entre elles, par rapport d'ailleurs au poids, par rapport à plein de choses. Il y a des choses qui sont pas claires dans cette affaire. Alors on va pas parler de l'homme, de la pensée, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il aurait pas fait, parce que c'est pas à nous de juger ni de dire de quoi il s'agit, mais de s'interroger sur cette justice et sur cette présomption d'innocence que l'on nous vend à toutes les sauces, et en particulier lorsqu'il concerne des personnalités politiques ou des personnalités éminemment importantes dans ce pays. Quand il s'agit de Tariq Ramadan, l'affaire aujourd'hui, Tarek Mami, Enver, auditrice, auditeur, est complètement étouffée, on n'en parle plus. On avait cette dernière expertise médicale qui devait rendre son verdict donc fin mars, qui a été repoussé à mi-avril. On est à mi-avril dans 2 jours. Tariq Ramadan reste toujours en prison. Tariq Ramadan est toujours dans un état de santé difficile et compliqué, et la situation ne bouge pas. Est-il, Tarek Mami, j'ose poser la question, un prisonnier politique? À ce stade, je n'aime pas mettre les qualifications et les qualificatifs. Je dirais plus prosaïquement et volontairement, aujourd'hui, Monsieur Tariq Ramadan, et ça a toujours été la position de notre radio depuis le premier jour, nous ne le défendons pas parce que les musulmans, tout comme la Palestine, pour répondre à votre question, Monsieur
Tariq Ramadan a, à notre sens, et tant que le procureur de la République n'a pas parlé, et tant que les juges n'ont pas parlé, un traitement particulier, mais un traitement particulier dans le mauvais sens du mot particulier. Ouais. On peut le comparer, et j'ose moi le faire ici à France Maghreb 2, avec le comportement que la justice a eu avec Monsieur Sarkozy, ancien président de la République, qui lui quitte à minuit la garde à vue pour aller dormir chez lui. Et donc vous ne pouvez pas... Dans un autre sens, quoi. Dans l'autre sens. Ouais, donc, bien sûr. Négatif pour l'un, positif pour l'autre. Et vous ne pouvez pas passer le message de l'éducation collective de nos citoyens et la promotion de vivre ensemble à partir du moment où vous faites un traitement différencié entre les personnes soupçonnées par la justice. Si vous voulez que les jeunes qui ont aujourd'hui 10 ans croient à la République et dans le vivre ensemble, il faut traiter les hommes de la même manière en expliquant que c'est juste l'application du droit. Et si, par exemple, M. Sarkozy ne partait pas, si certains prisonniers n'étaient pas libérés, si les ministres ne défendaient pas leurs collègues ministres, si, vous auriez une société à 10 ans qui naît dans le vivre ensemble. Ouais. Mais à partir du moment où vous tenez un comportement contraire, même si ça peut se tenir juridiquement, je conteste pas, c'est l'image que le citoyen de 10 ans reçoit. Le citoyen de 10 ans, c'est le président de la République dans 30 ans. Et donc s'il a été éduqué dans un sens, il agira dans ce sens mauvais, et s'il a été éduqué dans le bon sens, il aura un comportement de président dans le bon sens. Parce que Enver, et avant d'accueillir Radra qui nous attend au standard, on apprend, si vous permettez, et puis on réagit derrière, peut-être qu'elle nous apportera sa propre lumière, comme disait notre auditrice marseillaise. Radra, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux éditeurs. Que la paix soit sur vous. Donc moi je me présente, je m'appelle Kadra. Je suis dans le 15e arrondissement de Paris et depuis le début de l'affaire Tariq Ramadan, j'ai voulu déchirer le silence parce que pour moi, de ne pas en parler, de ne pas avoir de visibilité publique, ça voulait dire que, en fait, en gros, il était coupable. Ce qui était totalement faux, puisque un homme est toujours présumé innocent tant que le jugement n'a pas été prononcé. Dans cette affaire, ce qui est choquant, c'est que les médias n'ont fait que colporter des ragots à charge et à charge et à charge et à charge, sans jamais avoir le revers de la médaille pour Tariq Ramadan. Je voudrais aussi signaler le fait que, en fait, il y a eu 3 certificats médicaux de non-compatibilité avec une détention fermée qui n'ont pas été pris en compte puisque le juge a préféré une dérogation. Donc, puisqu'il y a eu en fait un médecin expert de la chambre de l'institution qui a été nommé et qui lui a fait en fait une expertise en 20 minutes sans avoir consulté ou ausculté plus que ça, poussé son auscultation en fait, son diagnostic. Et il a signé un certificat. Ce certificat est venu apporter un effet néfaste sur la santé de Tariq Ramadan et en même temps, je veux dire, bafouer sa présomption d'innocence puisque en fait la présomption d'innocence octroie des droits physiques et matériels pour amener des preuves à décharge. Ce qui n'a pas du tout été octroyé à Tariq Ramadan depuis le début de l'affaire. On a voulu le condamner dans l'inconscient collectif, coupable. Et ça, c'était au travers des médias, sans même lui laisser une chance de s'exprimer ou même de pouvoir se défendre. Donc j'ai trouvé que c'était une affaire horrible. Donc moi j'ai éprouvé le besoin pour la vérité, pour la justice, pour nos libertés, de monter au créneau. Je suis une simple citoyenne, je tiens à le signaler. Et d'ailleurs je vous remercie de m'accorder la parole parce que là c'est vraiment la première fois. Donc ce que j'ai pu faire, c'est des actions sur le terrain. Bien sûr, j'ai pas été seule. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif La Loi de Thémis, et qui agit. On a créé des cartes à l'effigie bleu, blanc, rouge, justice équitable d'un côté, droit aux soins de l'autre, présomption d'innocence. Droit aux soins, pourquoi? Parce que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme cadre le seuil de la douleur. Au-delà d'une certaine douleur, c'est considéré comme de la torture. En plus, octroie des droits aux personnes qui sont mises sous écrou. Donc, Kadra, alors, octroie des droits à la Kadra, si vous permettez, de soins, si vous voulez. Si vous permettez, et là, Monsieur Tariq Ramadan était à la salpêtrière. 9 médecins se sont payés en transport. Ils se retrouvent dans une unité de santé
On peut vous parler? Cadra. Et en ce moment, Cadra. on lui donne des antidouleurs. Il est dans Oui, un... Cadra. Bon. Oui. Bon. Si elle fait un monologue, c'est ouais, pas possible. oui, tout à fait. Non, mais voilà, la liberté d'expression, c'est échanger avec les autres. Ouais. Voilà. Parce que je voulais juste lui reposer votre question. Voilà, je voulais juste lui poser la question, mais on va passer à autre chose, cher Christophe. Est-ce que pour vous, il est prisonnier politique ou pas? Parce que là, on a compris. Ici, la radio est ouverte pour les expressions, mais pas pour les monologues. Sinon. Ah oui, sinon ça n'a aucun intérêt. Non, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'elle prêche à elle-même et qu'il n'y a pas l'échange pour que d'autres auditeurs puissent rebondir. Exactement. 01 40 33 9000. Je fais exprès de poser la question parce que c'est vrai qu'elle se pose. Oui. On se souvient. Toutes les questions sont légitimes à partir du moment où ce sont des questions qui sont posées et pas des affirmations. Nous ne disons pas ici, pour nous, Monsieur X est prisonnier politique. On dit, est-ce que vous pensez? Alors, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, il y en a qui disent, bon, plus ou moins, et puis chacun est libre de sa prise de position. Voilà, donc, après, la question on peut passer à quelqu'un d'autre. La question serait de poser la question directement, je pense, à nos responsables politiques, à notre ministre de la Justice, parce que là, visiblement. Oui, il y a des lettres qui ont été envoyées au président de la République. Et justement, manifestement, il n'y a pas de retour. Lettres, il faudrait que eux réagissent sur cette situation de droit. Est-ce qu'il est normal, justement, que ça se déroule comme ça? On peut tout expliquer par le droit et par la loi, mais la question, le procureur qui gère ce dossier, c'est le procureur de la République, Monsieur Molins, qui gère toutes les affaires du terrorisme. Tout à fait. Monsieur Molins a toujours fait des déclarations, comme dit l'autre, pour donner de la lumière et pour éclairer l'opinion. Sur ce dossier-là, il ne pipe mot. Donc je pense que la lettre, au lieu d'être envoyée au président de la République, même si c'est bien de l'envoyer, c'est d'envoyer beaucoup de lettres à ce procureur pour lui dire, monsieur, vous gérez ce dossier, vous avez l'habitude d'expliquer à la population ce qu'il en est, pourquoi ce silence? Donc si vous ne répondez pas, peut-être que nous répondrons qu'il est prisonnier politique, puisque vous expliquez pas pourquoi vous gardez ce monsieur pour faire simple et pour faire discussion de café et de comptoir de café. Karim, bonsoir. Karim? Non, oui, bonjour, je vous écoute. Ah bah, si vous commencez par non, vous allez pas aller loin. Karim, c'est vous Karim ou pas? Oui, c'est moi, c'est moi. Ah bon, bah, pardon de vous réveiller, hein, Karim, il est bientôt 18h, là, faut y aller. Il fait beau, hein, mais il fait beau. Karim. Oui, je me dépêche. On vous écoute. Donc, en fait, moi, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous avez dit à Tariq Ramadan, l'affaire Tariq Ramadan. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est un acharnement. C'est, comme il avait déjà dit dans une chronique, Tariq Mami, il avait dit, c'était par rapport à comment ça s'appelle, comme l'affaire Dreyfus. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tous les musulmans, ils s'offusquent pas. C'est-à-dire, il y en a combien qu'ils ont... Je sais que vous le faites souvent dans la radio, vous appelez les auditeurs à aller démarcher les députés, à aller faire pas mal de démarches, quoi, pour essayer de dénoncer l'injustice. Mais le problème, c'est que moi, par exemple, l'émission que j'ai écoutée hier, que Christophe a fait avec Yasser Louati, elle était impeccable. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien que vous reveniez, comme vous aviez dit, sur l'éducation, sur en fait comment, pour que les gens soient éduqués, qu'ils puissent lire tout le temps, qu'ils puissent s'informer, qu'ils puissent, voilà, exactement, qu'ils puissent s'informer, parce que le problème, c'est que que on infantilise les gens de plus en plus pour que les gens, en fait, ils sont soumis à la société, quoi. Et le problème, c'est que on est tous chacun de notre côté. Par exemple, moi, hier, j'ai essayé d'intervenir. Après, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec l'affaire Tariq Ramadan, mais ce que disait Yasser Louati, il disait que toutes les associations qu'il y a en France, c'est dommage, au lieu qu'elles se réunissent tous, il disait comme quoi qu'elles étaient tous en divergence. Alors que, moi je trouve qu'il y a des groupes qui sont super, c'est bien qu'ils le fassent. Par exemple, qu'il y a les indigènes de la République, ou alors qu'il y a le CCIF, ou alors qu'il y a le Comité de Justice et de Liberté, bien savoir, tous ces... Mais moi j'aimerais bien qu'on soit une antenne qui soit hyper solide, comparable au CRIF, et qu'on a vraiment un poids de mesure que comme ça, ils ne peuvent plus rien... qu'on puisse en fait qu'on puisse juste en fait avoir notre liberté puis notre dignité puis vivre comme tout le monde, quoi, comme un espoir partagé. C'est un espoir partagé, mais malheureusement, si je peux me permettre, Karim, il faut surtout pas l'appeler. C'est une bataille d'ego, en fait. Ouais, il y a ça, mais surtout, je veux faire la boutade que je fais entre copains, mais je la fais à la radio. Faut surtout pas créer de crime, c'est-à-dire le Conseil représentatif de l'Islam de France. Hein. Ah non, voilà. Ça c'est perdu d'avance. Voilà, faut créer. On sera foutu. Voilà. Merci en tout cas, Karim. Il y a beaucoup d'ego chez les différents chefs et chacun prétend représenter tout l'islam de France à lui tout seul. Bah, c'est une histoire de leadership, c'est tout. Ouais. Voilà. Non, t'as pas de leadership. D'ego.
Non, mais dans ce que disait Yasser Louati hier, d'ego, parce que le leadership, encore faut-il le mériter. Ouais. C'est un problème d'ego. Ils veulent l'avoir sans l'avoir mérité quelque part. Voilà. Et c'est ça le problème. Moi, il y a quand même une interrogation que je me pose dans cette affaire Tariq Ramadan, alors que normalement, ça devrait être censé. C'est-à-dire que là, on est à s'interroger sur le volet judiciaire et sur le traitement qui est fait concernant l'incarcération et le traitement qui est réservé à ce monsieur. Oui. Le problème qu'il y a, et ce que j'ai pu observer moi, c'est que aujourd'hui dans cette affaire, il n'y a plus de nuances. Oui. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Tout à fait. Et j'avoue que parfois j'ai eu du mal à me recentrer dans tout cela. Moi, je voudrais m'interroger sur le traitement judiciaire. Pour le reste, cela ne nous appartient pas. Nous ne sommes ni juges, pour ça, cher Christophe, nous étions dans la chambre si toutefois il s'est passé quoi que ce soit. Et d'abord, on n'a pas, ce n'est pas notre devoir. C'est pour ça s'interroger sur la partie judiciaire. C'est pour ça, cher Christophe, que quand on a fait le billet sur Tariq Ramadan qui est sur YouTube, j'ai titré mon papier "De quoi l'affaire Tariq Ramadan est-elle le nom?" Ouais. Donc, et parce que moi, ce qui m'intéresse, j'allais dire, des fois je choque les auditeurs, mais Tariq Ramadan m'intéresse pas dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il n'a pas fait. Oui, Tariq Ramadan m'intéresse dans la situation de l'homme qui aujourd'hui est en état de faiblesse et qui ne retrouve pas, si vous voulez, la dignité de l'homme même quand on est en prison. Parce que la prison est faite d'abord quand on est condamné. Et en général, on évite quand on est préventif. Ouais. La loi française permet d'aller jusqu'à 1 an et demi en préventif. Ah oui. Il faut le savoir. Ouais. La deuxième chose, c'est Tariq Ramadan, par rapport à ce qu'il a fait lui, ou il aurait fait lui, parce que c'est toujours conditionnel, on le met sur la même étagère que beaucoup d'autres hommes qui auraient commis la même chose. Exact. Et pourquoi des hommes tombent de l'étagère et ne vont pas en prison, et pourquoi Tariq, lui, reste sur l'étagère et en prison. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que je dis, qu'on peut dire à nos enfants. C'est que vous soyez exemplaires dans l'application de vos principes et de vos règles de droit pour tous de la même manière. Il n'y a pas Jean et Ali, mais il ne faut pas aussi qu'il y ait Ali et Jean. Et tant que nos auditeurs et tant que les citoyens français de confession musulmane n'ont pas ce sentiment d'équité et surtout d'égalité, ils ne peuvent que être tentés par d'autres voies de défense. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. Tiens, amis marseillais, allez-y, profitez-en, c'est votre jour de gloire. À tout de suite. À cause du foot. Quelques dernières minutes qu'il nous reste, messieurs dames, sur France Maghreb 2 pour ce vendredi 13 avril. Vous savez qu'il va faire super beau ce week-end, il va falloir en profiter. C'est le printemps là, bel et bien. J'ai vu les températures la semaine prochaine, c'est du 23-24 degrés là, c'est bon ça. C'est le moment d'aller à Marseille quoi. Ah ouais, ils ont quand même morflé quand même cette semaine à Marseille. Oui. Avec la pluie, les inondations et compagnie, ça a été violent. Hein. Ouais, on le voyait pendant les entraînements. Ouais, absolument. Ouais. Ils ont gagné hier et encore une fois, félicitations aux Marseillais qui se sont qualifiés brillamment. Et avec un beau chiffre. Hein. 5-2. Exactement. 5-2. Donc pour cette demi-finale de l'Europa League, je crois que ça faisait combien 14 ans que c'était pas arrivé 14 ans qu'on n'était pas arrivé en demi-finale d'une coupe européenne. Bon, bah c'est bien. Ouais, vaut mieux tard que jamais, hein, on dira. Bah écoute, on en a fait 2 de suite, enfin plutôt, on a fait 99 puis 2004. 01 40 33 9000 voilà. Pour les quelques minutes qui nous restent, c'est Libertad sur France Maghreb 2. Vous avez un truc à nous dire, si possible intelligent, eh bien vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. Nous faire part par exemple de quelque chose qui se passe près de chez vous, notamment ce week-end, n'hésitez pas. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un super truc consacré à l'Algérie, on en a parlé cette semaine. Ça se passe du côté de Courbevoie, où il va y avoir un salon consacré à l'Algérie, à sa gastronomie, sa culture. Alors encore peut-être un petit mot, cher Christophe, pour les 250 personnes algériennes décédées dans le crash. Il y a donc des livres de condoléances qui sont ouverts tout ce week-end dans tous les consulats de France. Donc si vous avez vraiment un moment, allez-y, écrivez un mot. Et vous avez aujourd'hui les prières du mort, la prière Salat la prière de l'absent. Ou de l'absent, excusez-moi, ça le Ra'ib en arabe, qui ont lieu aujourd'hui dans plusieurs mosquées de France, au-delà des fameuses nationalités, machin truc, parce que la mort, c'est la mort pour tout le monde. Et donc, surtout, si vous avez un moment ce samedi et ce dimanche, allez au consulat pour écrire un petit mot de condoléances. Et ce mot de condoléances, donc, s'adressera aux familles de 250 personnes, mais aussi à tout le peuple algérien et à tous ceux qui ressentent cette douleur. Absolument. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Salut, c'est Youssef pour Drancy.
Youssef, tu lâches pas le morceau, toi. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Youssef? Bonjour Youssef. T'as vu Marseille hier 5-2 face à Leipzig. Et puis Christophe les a félicités 5 fois. Ouais, ça va, tu voulais quoi? Donc vous voulez féliciter pour la 6e. Bienvenue. Bienvenue. En fait, il y a moyen d'aller en finale cette année. Hein. Bah là franchement, avec Salzbourg, je vous dis très honnêtement, oui, vous avez moyen. Vous avez fait un bon tirage en plus. En plus, finale en France, pourquoi pas? Ah ouais, en plus c'est à Lyon. Ah, Jean-Michel Aulas, j'imagine sa tronche. Ah si, il va donner consigne d'applaudir l'OM. Arsenal ou Atletico, là, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Qui tu préfères, tiens? Arsenal ou Atletico en finale? Plus facile, c'est Arsenal quand même. Ouais, je suis d'accord. Tu crois avec Mkhitaryan? Ouais, je suis d'accord. Et tout ça, mais au moins il y aura un beau match. Quoi. Ouais, voilà. mais faut déjà gagner la demi quand même, hein, les gars. Faut pas s'emballer non plus. Merci Youssef. Salut, bon week-end. 0 à 40 33 9000. Ça fait du bien. Moi, vous savez, je suis supporter parisien, vous le savez. Mais quand il y a une équipe française qui représente en Europe, on est supporter derrière. Voilà. C'est logique, non? Je sais pas. J'aurais bien aimé que ça soit le cas aussi quand Paris avait été en quart de finale. Je dois reconnaître que je ne suis pas dans cet état d'âme, mais pas toujours. Voilà, pas toujours. Allô, bonsoir, qui est là? Nous soutiendrons tous l'équipe de France. Bonsoir. C'est Mohamed de Lyon. Salut Mohamed de Lyon, bienvenue, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Je voulais dire à Tarek Mami, bravo pour le papier sur la Syrie tout à l'heure, et je voulais juste poser une question vite fait, Tarek Mami, du fait que la recette elle est toujours la même, c'est-à-dire on invente des choses comme en 2003 pour venir déstabiliser et puis assassiner, parce qu'il faut dire les termes qu'elles sont. C'est toujours la même recette, c'est-à-dire plus c'est gros et plus ça passe. Quand est-ce que l'opinion internationale va comprendre pour une bonne fois pour toutes qu'il y a là des gens qui vont aller tuer d'autres personnes pour de fausses raisons, tout simplement, sur des mensonges, et c'est toujours le même mensonge. Comme moi, je n'incriminise pas les politiques, c'est surtout le peuple. Comment il arrive à manger toujours la même recette comme ça, tout simplement. Vous savez, une belle phrase d'un général, je sais pas s'il est français ou en anglais, mais je retiens la phrase, pas le nom de la personne, qui dit que la guerre est faite par des hommes qui se connaissent avec des hommes qui ne se connaissent pas. Merci Mohamed et à très bientôt. Merci à tous d'écouter, de rester fidèles évidemment à France Maghreb 2. Bon week-end, on va se quitter sur cette belle 18h juste, on termine l'émission. Ah oui. Il nous reste même 2 secondes. Il faut y aller là. C'est l'heure, le Cario est là. Merci Tarek, à très bientôt. Merci à très bientôt, bonne semaine. Et le LGF sera en mode best of la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, il est 18h, le rappel de l'actualité. Tout de suite, Samir Abstam sera tout à l'heure là pour l'émission Parler Islam. À partir de 20h. Et voici le flash Marine Garel. La justice suit en partie les demandes de Laura Smet et David Hallyday sur l'héritage de leur père. Elle ordonne le gel des biens de Johnny Hallyday, mais refuse le droit de regard sur l'album posthume. Droit que réclamaient les 2 enfants aînés du chanteur. Ils contestent le testament américain. C'est la première décision judiciaire. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur Nordal Lelandais. Un lien a été établi entre cet ancien maître chien et Éric Fauré, un quadragénaire disparu en septembre 2016 dans la Drôme. Cette avancée s'inscrit dans le cadre de recoupements effectués entre le passé du meurtrier présumé de Maëlys et plusieurs dossiers de disparition non résolus. 4 condamnations au procès de la filière djihadiste dite de Lunel, des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Le tribunal correctionnel de Paris estime notamment que 2 de ces hommes ont encouragé par leur discours des jeunes de leur commune héroltaise à partir en Syrie. Un 5e prévenu a été relaxé. Et des milliers de Palestiniens à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. 3e vendredi de manifestation pour réclamer le droit au retour sur les terres israéliennes. Des affrontements. L'armée israélienne tire à balles réelles. Au moins 8 Palestiniens sont blessés. Mort pour avoir mangé du fromage au lait cru. Une dizaine de personnes ont été tuées en 2015 et 2016. Les fromages étaient contaminés par les salmonelles. C'est la plus grave contamination de ces 10 dernières années, d'après la Direction générale de l'alimentation. L'agent double empoisonné, Sergueï Skripal, était surveillé depuis au moins 5 ans par les services russes, annonce Londres aujourd'hui. Sport, et sur le papier, c'est le meilleur tirage possible. L'Olympique de Marseille affrontera Salzbourg en demi-finale de Ligue Europa de football. Arsenal rencontrera l'Atlético Madrid. Et pour ce qui est des demi-finales de la Ligue des Champions, voici les 2 affiches. Le Real Madrid face au Bayern Munich et Liverpool contre l'AS Rome. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.